après-midi à tous les internautes qui sont connectés pour le premier webinaire, le Camtel Digital Talk. La thématique tournera autour du digital et nous aborderons comme thématique pour ce premier webinaire digitalisation, COVID-19, choix de suivi pour les entreprises. Donc, nous avons l'honneur cet après-midi d'avoir comme panéliste Madame Christelle Romer, directrice marketing et communication de Camtel. Bonsoir, madame. Nous avons Monsieur Blaise Etoile, directeur marketing, communication et qualité à la Société Générale du Cameroun. Bon après-midi, Blaise. Bon après-midi, merci. Et enfin, nous avons Monsieur Anthony Samet, CEO de ST Digital, Gold Partner de Microsoft. Bienvenue à toi, Anthony. Merci, bonjour tout le monde. Donc, j'espère que les échanges pourront édifier l'ensemble des internautes qui nous suivent. Et l'instant questions-réponses permettront à certains de poser leurs questions et d'être édifiés par vous. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à la directrice marketing et communication de Camtel parce que, vu le thème choix de survie pour les entreprises, Camtel, en tant que bras sécurité de l'État, a joué un rôle par rapport à apporter des solutions aux nouveaux problèmes qui se sont soulevés à cause des mesures prises pour lutter contre cette pandémie. Donc, sans plus tarder, Madame Christelle Romer, vous avez la parole. Merci Lionel. Peut-être en introduction, je voudrais rappeler que l'onde de choc en fait qui est venue d'Asie a un peu bouleversé les habitudes des uns et des autres. On a très vite vu la maladie se propager et être déclarée pandémie le 12 mars par l'Organisation mondiale de la santé. Et ça s'est traduit au Cameroun par le 17 mars des mesures édictées par le Premier ministre, chef du gouvernement. 13 mesures, parmi lesquelles je pense qu'on peut rappeler la fermeture des frontières, la fermeture des établissements scolaires et universitaires, la fermeture des lieux de loisirs qui devaient être fermés donc à partir de 18 h et bien sûr la prescription aux administrations d'utiliser des outils de communication électronique parce que les regroupements de plus de 10 personnes donc n'étaient plus autorisés dans une salle fermée. Donc, toutes ces mesures qui visaient en fait à protéger la population ont entraîné un besoin en termes de connectivité, puisque nous sommes un opérateur, on va parler de la connexion. Donc, au niveau de nos clients qui se sont vus donc imposer un nouveau rythme de travail, au niveau des écoles, des écoliers, des étudiants qui devaient rester à la maison et continuer quand même les cours parce qu'il n'était pas question d'avoir une année blanche. Donc, ça a entraîné en fait de nouveaux besoins. Et sur cette base-là, donc nous, en tant qu'opérateurs, on a été sollicités, on a été amenés en fait à réfléchir et à proposer des solutions. Ça nous a bousculé. Je pense qu'aucun opérateur de télécommunications n'avait envisagé une telle crise. Donc, il a fallu se réinventer en termes d'offres pour satisfaire les besoins de la clientèle. Mais aussi, déjà, au niveau interne, avoir un plan de continuité du travail pour permettre aux employés qui eux-mêmes étaient susceptibles d'être impactés par cette maladie, donc de continuer à travailler et d'assurer la continuité en fait des services à nos clients. Ça s'est matérialisé au niveau de la clientèle par des offres commerciales. Donc, on peut rappeler l'offre au grand public donc destinée à tout ce qui est ménage, écoles, étudiants qui devaient donc pouvoir continuer à utiliser donc, les services habituels, notamment les cours. Donc, on leur a proposé des offres pour la connectivité Internet. Pareil pour les entreprises, il a fallu avoir des solutions de télétravail pour qu'elles puissent donc continuer à faire leur business, à continuer à travailler comme si de rien n'était. Et donc là,
pour nous, en tant qu'opérateur, Camtel s'est attelé à mettre donc sur pied un ensemble d'offres de télétravail qui peuvent être citées comme la visioconférence, la téléconférence, qui permettaient donc aux administrations, aux entreprises de pouvoir gérer leurs réunions sans plus avoir à se retrouver dans des salles fermées pour se conformer aux prescriptions gouvernementales. Autre exemple, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux également ont vu une forte demande en termes de connectivité, non seulement pour pouvoir permettre de partager les informations et informer donc en temps réel le ministère de la Santé sur la progression de la pandémie, les cas dont il fallait rester connecté. Et pour ça, Camtel a également donc accompagné les hôpitaux en leur mettant en place en doublant leur bande passante, donc avoir des solutions Internet qui leur permettaient d'être accordées. Et enfin, tout ce qui est école et université également, qui était aussi un des segments impactés pour lesquels il fallait donner des solutions pour continuer le téléenseignement. Et là aussi, ben, on a dû se réinventer pour permettre à ces clients-là de continuer et de survivre. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, sachant que les autres vont aussi, et il y aura des questions à la fin, donc on pourrait revenir en détail sur certaines opérations qu'on a eu à mener. Merci. Tout à fait. Merci pour l'édification par rapport à l'apport de Camtel sur ce processus de digitalisation suite à cette pandémie et la COVID-19. Je m'en vais passer la parole à un autre acteur quand même du domaine, bien que du secteur bancaire, mais nous constatons depuis quelques années déjà que la banque n'échappe pas à cette transformation digitale. Et peut-être la COVID-19, avec les mesures prises pour essayer de contenir cette pandémie, a peut-être accéléré. Nous allons passer la parole à Blaise et toi pour pouvoir comprendre comment la Société Générale a pris bras le corps ce problème. Merci Lionel. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire toute ma gratitude pour m'avoir associé à cet échange. Merci à ma consoeur, votre directrice marketing et communication, Madame Romer. Merci à vous-même pour avoir préparé cet échange. C'est un sujet effectivement extrêmement intéressant. Vous l'avez abordé sous l'angle de la survie des entreprises. Il en est effectivement question parce que quand on regarde le tissu économique camerounais, l'espérance de vie des entreprises, notamment des moyennes et petites, était déjà assez faible. Et cette pandémie du Covid est venue accélérer cela. Les grandes entreprises, notamment les banques, parce que les banques en font partie, même si on a d'autres acteurs du secteur financier comme les microfinances qui sont plutôt du côté de la PME. Donc les banques ont peut-être mieux résisté du fait de leur taille, mais certainement aussi du fait de leur structuration. Et quand vous parlez de structuration, au-delà de l'aspect historique d'un certain nombre d'initiatives que vous avez évoquées, je pense que la digitalisation fait partie des choses qui, parce qu'elles ont été anticipées dans l'univers financier, dans le monde de la banque, ont peut-être permis à celle-ci de mieux résister à la crise. Donc, c'est plus envisagé dans le secteur de la banque comme étant une opportunité, même si la pandémie, avec ce que cela a entraîné en termes de difficultés dans le go-to-market des offres et des services et dans la relation client, a amené, donc ça a amené les acteurs du secteur bancaire à se renouveler, mais on va plus considérer que c'est effectivement un effet de levier, d'accélérateur, comme vous l'avez dit, qui a donc permis que pour Société Générale comme pour ses consoeurs, eh bien qu'on adresse la situation et qu'on continue à servir nos clients au mieux de nos possibilités. Donc pour mon intervention, je voudrais commencer donc par parler un peu de notre activité. Madame Romer l'a fait pour ce qui concerne l'opérateur Camtel, de dire que la banque, c'est un certain nombre de services, parce que je pense qu'on a une audience relativement peu technique, puisque je parlerai de l'activité d'une banque. Donc, je voudrais commencer par dire que la banque propose des services divers, qui peuvent être des services bancaires, des produits. Dans les services, c'est ce que tout le monde connaît généralement, des comptes, des opérations, des virements, des crédits, des placements.
Dans les produits, c'est plus ou moins tout ce qui permet d'arriver à utiliser ces services. Donc, les opérations au niveau des guichets, les chèques, les cartes bancaires, les virements et autres. Et de plus en plus, vous l'avez dit Lionel, on observe apparaître donc dans l'offre des solutions. Donc, appelons ça des outils qui s'appuient sur la technologie, notamment l'informatique et les télécommunications, et qui facilitent donc, en tout cas qui rendent différent la manière avec laquelle les gens utilisent les services et les produits bancaires. Donc, c'est tous les moyens de paiement électronique que vous pouvez imaginer, les applications, qu'il s'agisse d'applications pour les particuliers ou les entreprises. Et de plus en plus, on voit des produits de banque alternatives, dont les opérateurs telco d'ailleurs se sont fait les chantres parce que c'est les premiers à avoir lancé sur le marché au Cameroun des solutions de mobile money. Même si Société Générale avait testé une solution il y a de cela presque une dizaine d'années, qui a fait long feu, mais les opérateurs telco, MTN le premier, Orange le deuxième, ont été effectivement les premiers opérateurs à lancer commercialement jusqu'au bout du processus avec un certain succès des services de wallet, donc de monnaie électronique. Le marché bancaire camerounais aujourd'hui, c'est 15 banques à profils très différents. Il y a des banques très anciennes comme Société Générale, qui est là déjà depuis presque 60 ans, 57 ans précisément. Il y a des banques qui sont arrivées il y a une quinzaine d'années, et puis il y a des champions, appelons-les comme ça, dont les plus jeunes sont peut-être celles qui sont issues de la microfinance, CCA par exemple, qui ont aussi un historique derrière elles avec donc des trajectoires relativement différentes. À ces 15 banques-là, c'est un réseau relativement dense, très urbain, parce que l'offre bancaire aujourd'hui dans la distribution est assez urbanisée. On verra l'impact sur la digitalisation tout à l'heure. Donc, forte urbanisation, des coûts relativement chers, ça va justifier le boom du mobile money. Quand même aussi en face une culture de la thésaurisation des avoirs très forte chez les Camerounais. Les gens aiment bien garder l'argent sous le matelas ou sous l'oreiller ou dans le plafond. Sinon, à la tontine, ce qui justifie le développement de formes alternatives de financement comme les réseaux, la tontine nigériane. On connaît ce qui s'est passé récemment du côté de Yaoundé. Donc, il y a malheureusement un certain nombre de travers que ces dispositifs alternatifs portent en eux-mêmes et qui justifient qu'aujourd'hui, la banque est tout un enjeu à effectivement se rapprocher du marché, notamment à travers une stratégie qu'on qualifie d'inclusion financière. Et dans le modèle de Société Générale, on verra comment cette stratégie d'inclusion financière se déploie. Donc, pour dire que vous avez donc des produits ou des services de banque au quotidien, comme on les appelle, et puis de plus en plus qui se développent, on va venir des produits et des services de banque alternative, de banque digitale ou de banque à distance, et qui ne datent pas d'aujourd'hui, situation que le Covid est donc juste venu accélérer. Donc, en quoi est-ce que le Covid est venu intervenir dans ce processus? Il faut dire que la transformation digitale est nécessaire aujourd'hui dans la banque pour un certain nombre de raisons. On y reviendra. Pour des raisons de coût, pour des raisons de facilité, pour des raisons d'opportunité, pour des raisons de rapidité, de simplicité, parce que évidemment, avec les processus de digitalisation, Anthony Samé en parlera certainement tout à l'heure, eh bien, on a l'opportunité de pouvoir délivrer une meilleure qualité de service. Maintenant, Madame Romer l'a dit, la COVID a introduit quand même un certain ralentissement de la dynamique économique. Donc, la banque que nous sommes, évidemment, est très rapidement impactée parce qu'on traite avec des agents économiques, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Et quand ceux-ci souffrent, évidemment, la banque souffre. Et c'est donc le cas de l'ensemble des banques et forcément de Société Générale. Donc, on a tout de suite vu avec l'impact de la COVID dès le premier trimestre, donc fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, comme l'a dit Madame Romer, un ralentissement de la stratégie de performance. Et donc, ça a obligé les acteurs du marché à se réinventer et à imaginer donc des processus qui puissent permettre de mitiger la situation et de pouvoir peut-être tirer opportunité. Je vois sur le mobile money, par exemple, les opérateurs telco ont tout à fait trouvé là-dedans
une opportunité pour développer cette solution financière. Donc, pour les banques, pour les entreprises de manière générale, les entreprises de services et les banques, la problématique a donc été celle, à défaut d'un contact physique, comment arriver à offrir des solutions de financement, des solutions bancaires dans un contexte de pandémie, parce que la pandémie a entraîné, Madame Romer l'a dit, un certain nombre de mesures, distanciation sociale, limitation des déplacements. D'ailleurs, pour les entreprises, ça a entraîné des répercussions assez malheureuses. Les gens ont perdu des emplois. Il y a eu des mises en situation de congés techniques avec donc un impact sur les revenus. Donc, tous ces éléments-là, conjugués déjà individuellement, ont impacté l'activité des banques et conjugués, alors vous pouvez imaginer l'effet sur nos activités. Donc, l'effet est très, très important. Et donc, il était question de voir comment, dans ce contexte, d'une part, continuer à développer une offre commerciale, donc des propositions, Customer Value Proposition, qui reste pertinente, qui reste adaptée, qui continue à répondre aux besoins des clients. Par ailleurs, dans des processus nouveaux, parce qu'une entrée en relation ne se fait pas en contexte présentiel comme en contexte digital. Dans un contexte où, par exemple, la politique de crédit, les gens se sont mis à demander des prorogations d'échéances de remboursement. Donc, tout cela vraiment est arrivé en même temps et a donc obligé les banques à se réinventer. C'est pour ça qu'on parle de se réinventer, parce qu'il était effectivement question de se réinventer pour pouvoir arriver à survivre. Je reprends le terme qui nous a été prêté pour le thème de notre échange dans ce nouveau contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pour Société Générale, c'était trois choses. Donc, c'était le renforcement de la digitalisation des processus clés, que ce soit les processus d'entrée en relation, les processus d'octroi, ou les processus, par exemple, sur tout ce qui concerne l'archivage, parce que dans la banque, c'est quelque chose de fondamental. La connaissance client, le suivi du client, tout cela est lié à un certain nombre d'éléments de documentation qui doivent forcément être mis à jour de manière régulière. Deuxième pilier, le développement du mobile banking, donc avec effectivement tout ce qui concerne l'application bancaire, notre application SG Connect et ses dérivés pour les entreprises ou pour les particuliers. Et évidemment, donc, tout le boost qu'il y a eu sur notre solution de mobile money, le porte-monnaie électronique qui est Yup, avec des objectifs donc de préserver les flux de nos clients, parce qu'au Cameroun, le taux de bancarisation et de multibancarisation est très, très élevé. Si vous n'offrez pas des solutions dans un contexte où les gens ne peuvent pas se déplacer, de continuer à pouvoir faire des transactions dématérialisées, eh bien, ils iront voir ailleurs. La deuxième chose, c'est que ça peut accéder, effectivement, ça peut permettre d'accéder à de nouvelles sources de liquidité. Et la troisième chose, ça a également un aspect RSE, c'est la possibilité d'inclure financièrement tous les segments qui sont plus ou moins exclus du système bancaire, puisqu'on a dit que le taux de bancarisation est relativement bas, il tourne autour de 20%. Les objectifs et les actions spécifiques de digitalisation liées à la COVID donc, que nous avons menées, c'était donc progressivement de continuer à convertir le fonds de commerce à l'usage des solutions digitales. Le fonds de commerce chez SG est relativement vieux, je l'ai dit. Aujourd'hui, les clients qui utilisent la solution de l'application bancaire pour les clients particuliers, par exemple, c'est moins de 50% du fonds de commerce parce qu'elle a été lancée seulement il y a 3 ans, alors qu'il n'a pas été lancé il y a 2 ans. Donc, ce sont des solutions relativement jeunes. L'opportunité de continuer à enrôler de nouveaux clients à travers donc de nouvelles entrées en relation, mais également la conversion du fonds de commerce, comme je l'ai dit. Le désengorgement des files d'attente en agence, parce que ce qui s'est passé avec la limitation d'accès dans les établissements, avec non seulement les mesures du gouvernement à travers les dispositions prises par le Premier ministre, mais également une lettre de rappel que le ministre des Finances avait faite aux établissements financiers. Donc, il y avait plus ou moins des engorgements devant les agences parce qu'on ne pouvait pas faire entrer beaucoup de personnes. Donc, la dématérialisation et la digitalisation ont aidé à ce que, eh bien, on développe des canaux alternatifs qui permettent que les gens ne reviennent plus forcément s'engorger dans les agences. Sur l'optimisation du processus d'entrée en relation, par exemple, on a gagné à peu près 50% de temps. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça peut permettre de faire plus de volume, mais de donner également une qualité de service améliorée. Donc, on améliore l'expérience client à travers, on fait des gains de temps, on fait des gains de coûts, on fait des gains de qualité de service. La dématérialisation globale de nos processus, j'y reviendrai tout à l'heure.
la disponibilité des services en dehors des heures d'ouverture des agences, parce que les agences au Cameroun, que ce soit chez SG ou chez les confrères, elles ouvrent généralement vers 9 heures et ferment à 16 heures, alors qu'avec les services dématérialisés, c'est du 24 heures tournant. Évidemment, la dernière chose, entre autres, que cela permet de faire, et ça permet de promouvoir également le côté image de marque, innovation dont nous parlons et qui est la trame un peu de cet échange. Donc, sur la partie interne, on peut appeler ça le back-office. Tout ce qui a été fait par rapport aux employés, parce que, évidemment, un processus de commercialisation d'une offre, c'est du travail d'employé derrière. Donc, ce qu'on a fait dans le cadre du comité de crise, c'est qu'on a mis en place un sous-comité IT spécifique sur les questions de dématérialisation et numérisation, avec donc un suivi quotidien sur tout ce qui est système, réseau et sécurité, sur la disponibilité des applicatifs bancaires, sur les processus de production, sur la disponibilité même de nos principaux partenaires, Camtel, Orange, MTN, Nextel, tous les opérateurs telco, les prestataires informatiques avec lesquels nous travaillons, parce qu'eux-mêmes, ils étaient aussi soumis aux mêmes problématiques. Donc, ça demandait quand même une réorganisation des aspects suivis en termes de SLA et autres. Tout ce qui concerne la monétique, vous savez que la monétique dépend mais très fortement de la connectivité des opérateurs mobiles, le suivi de la mise en place des solutions, le renforcement du backup, parce qu'évidemment, si sur un DAB, une connexion de l'opérateur A est coupée, il faut bien que vous puissiez basculer vers la connexion de l'opérateur B. Donc, ça demandait vraiment une veille constante, une augmentation de la bande passante, parce que toutes ces solutions dont nous parlons étaient demandeuses de bande passante. Et puis, comme on a refait les processus de travail avec la mobilité des collaborateurs, le travail à distance, le travail à domicile, avec la dotation des équipes en laptop, en tablette et autres. Donc, ça demandait aussi que sur tout ce qui est forfait, donc utilisation de la data, comme disait Madame Romer tout à l'heure, qu'on revoit pour tous les collaborateurs en fonction des profils. Par exemple, les volumes de forfait data qui avaient été mis à disposition, qu'on revoit les mesures d'accès à la messagerie, les outils eux-mêmes, etc., etc. Et sur la partie client, évidemment, c'était de revoir aussi la qualité de service sur tout ce que nous délivrons déjà en termes de solutions, que ce soit des solutions pour les entreprises comme Sogecastnet, ConnectWeb, les transferts internationaux, la monnaie, la monétique, et plus récemment le paiement des impôts via la plateforme OTP que le ministère des Finances a rendu possible pour les entreprises, ou pour les particuliers Connect et Up dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça a vraiment demandé qu'on se mette en quatre, j'ai envie de dire, pour que ce qui est délivré aux clients permette que, dans ce contexte difficile, d'une part, que le client qui souffre déjà des effets de la pandémie ne souffre pas davantage de la mauvaise qualité de service, que ce soit plutôt une opportunité pour nous de réenchanter cette relation avec nos clients, avec des produits et des services améliorés, mais également une relation client qui soit de qualité. Voilà ce que je peux dire pour mon propos liminaire en m'ouvrant aux questions et aux réponses tout à l'heure dans une deuxième partie. Je vous remercie. Et merci beaucoup pour la riche contribution de Blaise Étoile de la Société Générale du Cameroun. On constate avec une certaine réjouissance que malgré cette difficulté, l'économie numérique est devenue plus qu'une réalité au niveau de notre pays. Et qui plus est mieux placé qu'un expert, un médecin dans le domaine, qui accompagne beaucoup d'entreprises dans la transformation numérique, pour nous donner son point de vue, son expérience par rapport à ces situations-ci et à la transformation digitale qu'a dû se soumettre ces différents clients que sont ces entreprises. Donc, je m'en vais passer la parole à Anthony Samet pour son propos. Bonjour et merci encore. Merci aux précédents intervenants. D'abord, ST Digital, comme introduit, c'est une entreprise, une structure qui est spécialisée dans le conseil en transformation digitale. Donc, nous accompagnons plusieurs entreprises, en général soit des PME, soit des grandes entreprises dans leur processus de transformation digitale. Nous travaillons sur le Cameroun, sur la Côte d'Ivoire, sur le Togo et sur le Congo. Donc, on est une entreprise panafricaine.
Et avant la Covid, parce que moi je vais plutôt avoir tendance à dire le Covid, mais avant le Covid, c'était déjà notre métier. Donc cette crise-là nous a d'abord touché nous-mêmes en tant qu'entreprise. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 6 collaborateurs qui étaient en mission dans différents pays, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. On s'est retrouvé avec toutes nos sessions de formation annulées, parce qu'on avait des formations à mener, on ne pouvait plus les mener dans ce contexte-là. On s'est retrouvé, donc nous aussi, dans une situation de crise, puisque nos bureaux devaient fermer. C'était véritablement un gros choc pour nous-mêmes qui sommes dans la transformation digitale. Et on a essayé de prendre le taureau par les cornes. Et avec un peu de recul, moi, ce que j'aime bien dire et l'expression que j'aime bien avoir sur cette crise, c'est que cette crise, c'est un peu le signe noir, pour reprendre la théorie statistique de Nicolas Nassim Taleb sur les statistiques. C'est un événement qui est extrêmement rare, qui peut être mal interprété, mais en fait, c'est révélateur de ruptures qui existaient déjà. Nous étions déjà au courant avant la Covid de l'importance de la digitalisation. Avant la Covid, nous avons déjà le sentiment qu'il y avait trop de mondialisation, trop de voyages, trop d'agitation, trop de pollution, trop de gâchis, et qu'il y avait déjà des outils pour remédier à ces différents éléments. Donc, plus qu'un choix de survie, les entreprises doivent se poser la question d'une logique d'adaptation. C'est un peu un darwinisme économique qui nous a imposé à travers les mesures barrières, ces mesures de distanciation sociale, ces restrictions de déplacement et cette digitalisation de nos fonctionnements habituels, elles ne vont pas disparaître. Le Covid, il est là pour durer, même si la maladie elle-même va changer, on va prendre des habitudes de digitalisation, des habitudes de fonctionnement qui sont profondément marquées et qui existaient déjà dans le monde avant Covid. Donc, en fait, c'est révélateur de choses qui existaient déjà. On vivait dans un drain et de temps en temps, on avait des petites inondations qui ne nous affectaient pas. Mais le jour où la grande vague est venue, on a eu l'impression d'une catastrophe. Mais c'était déjà le révélateur de certaines tendances de fond. Et quand on regarde un peu de près ces tendances de fond, on se rend compte d'un certain nombre de choses. Il y a peut-être une baisse des investissements, il y a une baisse de la consommation. Il y a des secteurs qui sont dramatiquement touchés, ça c'est indéniable. Les secteurs du transport aérien, les secteurs du tourisme, les secteurs de l'hôtellerie, les secteurs du monde du sport, les secteurs du monde de l'événementiel, effectivement sont profondément touchés. Mais à côté de ça, on constate aussi des épiphénomènes de croissance. Il y a une très forte augmentation de la demande en connexion Internet. L'outil qu'on utilise, qui est Zoom, il y a eu une augmentation de 300% de l'utilisation de Zoom aux États-Unis et de 100% de l'utilisation de Zoom dans le reste du monde. Donc, c'est des phénomènes de croissance, des phénomènes où le contenu numérique informationnel, ça veut dire que si on n'a plus les journaux, on allait lire la presse, on est resté au contact de l'information, même en l'absence de journaux papier. Donc, l'augmentation de la consommation cinématographique, ça veut dire que des outils comme Netflix, d'autres outils comme YouTube ont eu des fortes augmentations. L'augmentation du commerce électronique, j'aime beaucoup cet exemple de commerce électronique, parce qu'il y a une très forte augmentation du commerce électronique au Cameroun. Aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai passé une commande de commerce électronique au Cameroun. Et tout le monde le fait aujourd'hui. On ne s'en rend juste pas compte. Il y a des gens qui, sur des profils WhatsApp, vendent ou commercialisent des offres. Et on répond à l'offre en disant, OK, je te fais le Orange Money ou le Yop et tu viens me livrer avec les frais de livraison. C'est du commerce électronique en réalité. Donc, on constate cette augmentation de toutes ces tendances-là, cette augmentation autour du télétravail, autour de l'enseignement à distance. Je pense que Madame la directrice marketing de Camtel a mentionné le travail très impressionnant de Camtel pour aider le ministère de l'Éducation nationale à maintenir des cours en ligne. Il y a effectivement aussi des initiatives autour du télétravail. Nous, chez ST Digital, on a travaillé avec notre partenaire Microsoft pour offrir une solution, pour offrir gratuitement une solution de télétravail. Donc, on a fait en l'espace de 3-4 semaines une centaine de déploiements de solutions de télétravail sur une centaine d'entreprises. Donc, ça a été un travail très intense. Tous ces déploiements se sont faits à distance. Aucun de nos consultants n'est allé dans une entreprise faire un déploiement. On n'a pas fait de meeting en face-to-face. On a tout fait en téléconférence, tout fait à distance.
Donc, ça montre bien qu'en fait, les entreprises étaient sous une pression. Et pour ça, j'aimerais dire qu'il y a, autour de cet irrésistible élan du digital, il y a 4 challenges pour les entreprises. Le premier, c'est faire tourner la machine. On doit faire tourner la production, on doit continuer à fonctionner. Le deuxième, c'est on doit gérer notre personnel. On doit gérer le staff, on doit payer les salaires, on doit continuer à les faire travailler même quand ils sont à domicile ou à distance. Le troisième, c'est continuer à satisfaire les clients. On a des clients, il faut continuer à les servir. Et enfin, le dernier, qui est naturel, c'est assumer le service après-vente. On doit continuer à faire le support de nos clients existants et de servir les clients existants. Et quand on prend ces 4 challenges-là, on se rend compte que le digital est une très bonne réponse. Il est une très bonne réponse qu'on peut articuler en fait de deux manières. La première manière, c'est autour de tout ce qui est digitalisation des processus opérationnels internes. Monsieur Étoile à la Société Générale nous a fait une très belle description de ce qui a été fait en interne sur cette digitalisation de leurs processus opérationnels. Le challenge de cette digitalisation des processus opérationnels, le premier challenge, c'est celui du télétravail. J'aime bien dire que le télétravail, ce n'est pas la téléconférence. Utiliser un outil comme Zoom, comme on le fait aujourd'hui pour une téléconférence, ce n'est pas du télétravail. Le télétravail, c'est pouvoir partager des documents, c'est pouvoir faire du transactionnel, c'est automatiser un départ en mission, c'est valider un engagement, c'est pouvoir gérer des projets et c'est pouvoir accéder à l'information. Donc, c'est une utilisation riche des contenus et de l'information de l'entreprise et une automatisation et une digitalisation de tous les processus transactionnels de l'entreprise. Donc, un des premiers éléments de survie de l'entreprise, ça va être cette capacité à digitaliser tous ces processus opérationnels internes. Et ça, c'est une première réponse. Parce que la réalité de la survie au Covid, ou la réalité, pour reprendre le thème, ou la réalité de comme je l'ai requalifié, de darwinisme économique pour les entreprises, c'est plutôt en termes de défense et d'attaque. La défense, ce n'est pas seulement les gestes barrières tels qu'ils sont définis. La défense, c'est pouvoir continuer à fonctionner. C'est même s'il nous arrive quelque chose, faire ce plan de continuité d'activité. Donc là, on va être en défense. Et on va dire, OK, qu'est-ce qu'on va digitaliser en termes de transactionnel? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir gérer à distance? Quel est peut-être notre ERP qui va pouvoir nous faire valider certaines choses? Quels sont nos outils pour faire la signature automatique de notre directeur, signature numérique, pour qu'on puisse continuer à valider les documents sans avoir besoin de parapheur? Quels sont tous ces outils qui vont prendre l'expérience employée ou tout le cycle de vie de travail de l'employé et le digitaliser? Donc ça va être la première réponse en termes de défense. Mais une fois qu'on a mis en place cette réponse défensive à la crise, il faut maintenant passer à l'attaque. Il faut avoir une dimension offensive dans l'attaque. Et là, c'est le deuxième pilier de la transformation digitale, c'est celui de la digitalisation de l'expérience avec nos clients. En défense, on va gérer l'interne. En attaque, on va gérer l'externe et on va attaquer les clients. Sur la digitalisation de l'expérience client, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre comment on engage avec un client. Si avant, pour engager avec un client, j'avais besoin d'une agence, aujourd'hui, j'engage avec ce client à travers WhatsApp. J'engage avec ce client à travers Twitter. Aujourd'hui, si je me plains de ma connexion Internet Camtel sur Twitter, il y a de fortes chances que l'équipe de support de Camtel réagisse à mon poste. Ça montre bien que Camtel aujourd'hui est capable d'engager et gère son expérience client à travers les réseaux sociaux. Et donc, l'idée maintenant pour les entreprises, pour justement passer à l'offensive et survivre à cette crise, c'est pouvoir digitaliser toute l'expérience qu'ils ont avec leurs clients sur les 6 étapes. On parle souvent de 6 phases de l'expérience client. La première, c'est nous connaître, c'est un peu la publicité, c'est ce qui est dit autour du fameux marketing digital ou des community managers. Mais la deuxième phase, c'est l'engagement et l'achat. Comment est-ce que je contracte si je ne peux pas venir en agence? Ça, c'est un problème. Et puis la troisième phase, c'est la phase du paiement. Et là, c'est très bien qu'on ait quelqu'un de la Société Générale qui peut nous dire qu'ils ont des moyens de paiement. Bien entendu, il faut driver le client sur l'engagement et l'achat, qu'il ait une expérience digitale pour après transacter cette expérience digitale à travers un moyen de paiement digital. Et après, une fois qu'il a ça, il faut qu'il puisse utiliser et consommer son service de façon digitale. Aujourd'hui,
on parle beaucoup pour des entreprises de telco du passage du Communication Service Provider, où je faisais des services de communication, donc je donnais à mes clients des minutes de téléphonie, à un positionnement où je suis un Digital Service Provider. Je lui donne de la vidéo à la demande. C'est un service digital que je lui procure. Donc, c'est cette migration-là aussi dans l'utilisation et la consommation de nos services, où je ne vais plus être en banque, mais en agence digitale, qui va être importante. Enfin, bien sûr, toujours dans toute cette expérience client, il y a toute la partie obtenir de l'aide. Comment déployer un support réellement digital? Comment aider à distance? Comment aider en distanciation sociale nos clients? Et enfin, pour finir, tous les programmes de fidélisation, parce qu'aujourd'hui, en situation de crise, on a peu de clients. Et les clients qui payent bien sont encore plus rares. Donc, comment est-ce qu'on va encadrer, valoriser, s'assurer que ces clients-là qui ont été durement acquis et qui sont de bons clients se sentent valorisés chez nous? Quels sont les programmes de fidélité, les coupons, les outils digitaux pour déployer tout ça? Donc, voilà un peu en substance ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'en introduction, cette crise du Covid était un peu le signe noir. Ça veut dire la mise en lumière de ruptures qui étaient latentes et profondes avant la crise, pour dire qu'on ne va pas parler de survie à cette crise, mais on va parler de darwinisme, d'adaptation. Et cette adaptation doit passer avec deux leviers principaux. Deux leviers qui sont la défense autour de la digitalisation interne et un deuxième levier qui est l'attaque autour de la digitalisation avec notre expérience client. Et pour finir mon propos qui a été un peu long bien qu'introductif, dire que cet exercice ne peut marcher que si on remet l'homme au centre de ça. Ça veut dire que dans le déploiement de toutes ces stratégies-là, on prenne en compte le choc culturel des outils. Demander à quelqu'un qui a passé sa vie à signer des parapheurs d'utiliser une signature électronique, tout grand DG qu'il est, ce n'est pas facile. Il faut préparer cette culture-là. Demander à des gens de s'informatiser alors que la plupart de leurs collaborateurs n'avaient pas l'habitude d'utiliser ces outils-là, avec des moyennes d'âge souvent élevés. Comment des gens qui ont de très grosses compétences peuvent être mis à mal parce que maintenant, c'est des compétences qu'ils n'ont pas, qu'ils sont valorisées. Comment continuer à motiver les hommes alors qu'ils travaillent à la maison? Beaucoup de managers se posent la question. Mon équipe travaille en télétravail. Avant, je savais qu'il devait être à 8 heures au travail et partir à 16 heures. Et je l'avais sous l'œil. Maintenant, comment je gère la discipline de quelqu'un qui travaille chez lui? Comment je l'encadre? Comment je maintiens son niveau de motivation? Puisque aujourd'hui, on a un lien affectif avec le travail. Comme quand on dit, on se réalise dans son travail. Comment on va gérer toutes ces personnes à distance? Comment on va valoriser à l'intérieur des compétences toute cette dimension d'empathie, de soft skills qui sont essentielles à la transformation digitale parce que garant de la gestion du changement. Voilà un peu les premiers éléments de réponse que je voulais apporter au thème. Et, okay. Merci beaucoup pour ton éclairage, ton expertise. On est vraiment dans la dynamique de la digitalisation de l'économie numérique. Le dernier forum de Davos de 2016 intitulé la 4e révolution industrielle. Et je pense que la COVID, bien qu'elle ait causé beaucoup de tristesse, est en train d'accélérer un domaine d'activité qui aujourd'hui, pour le bonheur de certains, vont se réinventer. Ça deviendra des opportunités à saisir et un nouveau mode de vie. Donc, je pense que les internautes qui nous suivent ont quand même pu être édifiés. Et je sais qu'il y a sûrement certains qui ont des questions pour pouvoir davantage asseoir ce qu'ils ont compris. Donc, nous allons donc sans plus tarder ouvrir la phase de questions-réponses. Je vais juste ouvrir le micro. Un membre de l'équipe qui nous lira donc quelques questions. OK. Yvan? Oui. OK. Une première question déjà, tu peux la lire, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Une question pour Monsieur et toi, qui est venant d'un internaute. Est-ce que le mobile money ne va-t-il pas tuer la banque traditionnelle?
Dois-je répondre directement, Lionel? Ou on en prend un certain nombre? On peut en prendre un certain nombre. Tu peux en avoir 3 déjà? Oui, oui, ok, d'accord. Ok, Pour ok. M. Samé, quelle efficacité pour le télétravail? Comment contrôler son personnel de la maison en télétravail? Et une dernière question. Quelles sont les opportunités apportées par le Covid en termes de digitalisation pour Anthony Samé? Il peut en dire plus dessus. Ok, première série de 3 questions. On va passer déjà aux réponses avant de les continuer. Donc, Blaise. Ok, merci pour la question. Est-ce que le mobile money ne va pas tuer la banque traditionnelle? C'est une question difficile dans la mesure où vous connaissez l'histoire des révolutions. On est toujours en train de penser que une nouvelle solution va venir effacer la précédente. Mais sous le contrôle de notre expert Anthony, on a bien observé que les solutions s'empilent plutôt les unes sur les autres en transformant évidemment le substrat qu'elles ont trouvé. Et je pense que les services financiers n'échapperont pas à cette dynamique, à cette histoire qui reste constante. Parce que la banque traditionnelle aujourd'hui, c'est un certain nombre de choses. C'est d'abord un substrat de services que je ne suis pas sûr que les opérateurs alternatifs voudront assumer. Parce que vous avez, en dehors des solutions de banque au quotidien, vous avez un certain nombre de solutions qui sont vraiment liées à la banque traditionnelle. Les problématiques de succession et ce genre de choses, je les vois difficilement être gérées par les opérateurs de financement alternatifs. La deuxième chose, c'est que le mobile money, en tout cas tel qu'il évolue aujourd'hui, il est d'essence africaine. Il a quand même de la difficulté à s'insérer dans le circuit des exigences prudentielles qu'aujourd'hui les autorités de régulation imposent. Et vous savez que la régulation bancaire, en tout cas classiquement envisagée aujourd'hui, est quelque chose de très rude parce qu'elle a plusieurs niveaux de chape. Vous avez un niveau international, vous avez les niveaux régionaux, vous avez les niveaux sous-régionaux et vous avez les niveaux nationaux. Et donc, les régulateurs et les États je dirais, voit plutôt pour l'instant encore d'un œil relativement suspect l'activité de mobile money, en tout cas telle qu'elle s'est exprimée dans cette première phase sur nos géographies. Et elles sont extrêmement vigilantes pour tout ce qui concerne ces normes prudentielles. La troisième chose, c'est le marché en lui-même, parce que Ipsos a fait une étude l'année dernière sur les mouvements financiers dans les ménages camerounais. Les utilisateurs eux-mêmes parlent en termes d'insight. Et autant, effectivement, ils trouvent un certain nombre d'avantages au mobile money, autant ils lui trouvent assez d'inconvénients. L'un des tournants, par exemple, pourrait être la capacité d'une solution ou d'une autre. Quand je dis d'une solution, c'est-à-dire la solution de la banque traditionnelle ou alors la solution de mobile money, par exemple, à adresser la problématique du microcrédit. Ça pourrait être un virage marketing sur le marché, mais évidemment, ce sont des choses qui vont se construire. La problématique de l'interopérabilité que les solutions disponibles sur le marché aujourd'hui n'offrent pas encore. Donc, il y a un certain nombre de questions comme cela que le mobile money n'adresse pas de manière efficace et pour lesquelles le prospect du mobile money reste relativement peu satisfait et pense encore que la banque a de beaux jours devant elle. Ok, merci Blaise. On espère que l'internaute a trouvé satisfaction à cette réponse-là. Anthony? Oui, alors je pense qu'on a une question sur quels sont les moyens de motivation pour les collaborateurs en télétravail et comment gérer la reprise à la normale. C'est une grande question. C'est vraiment une grande question. Alors, je veux partager un peu notre fonctionnement chez ST Digital au début de la crise, justement, pour adresser ce problème-là. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en télétravail, il faut justement multiplier les contacts avec l'entreprise. Ça veut dire que dans les premières semaines, on a fait une gestion de crise qui a fait un conf call tous les jours. Un conf call directement géré par moi-même. Donc, tous les jours, j'étais avec les employés
tous les matins et on prenait un petit point. Où en est l'épidémie? Quels sont les mini-projets qu'on a adressés? Donc, on multipliait les contacts comme ça. Après, on rythmait la journée avec chaque chef de division, directeur de division, avait un call avec son équipe. Donc, là où on pouvait avoir des journées, c'est le meilleur moyen de motivation de l'employé qui se sent seul, qui se sent isolé parce qu'il est en télétravail, c'est le ramener à l'entreprise. Donc, il faut multiplier les interactions. Donc, ça, c'est vraiment un point très important pour conserver la motivation en télétravail. Multiplier les interactions et passer aussi dans un mode de fonctionnement en mode projet. Ça veut dire que beaucoup de choses qui étaient des tâches habituelles doivent passer en mode projet avec des objectifs. On a un objectif à la semaine, on peut même faire des objectifs à la journée. Donc, il faut passer en méthode agile et en mode projet toute l'entreprise. Enfin, le dernier élément, c'est que le télétravail doit être quelque chose de riche, une expérience digitale riche. Je disais tout à l'heure que Zoom, ce n'est pas le télétravail parce que ça va permettre un premier niveau d'interaction. Mais le télétravail, c'est pouvoir dire que tes données en fin de journée, tu les postes sur tel répertoire partagé de l'entreprise. C'est pouvoir dire qu'on peut aussi réaliser des choses directement sur les outils. Donc, c'est vraiment important que les outils donnent une expérience riche et qu'à côté de ça, on multiplie les interactions avec les collaborateurs. Donc, ça, c'est les éléments pour garder la motivation des collaborateurs en mode télétravail. Et comment gérer la reprise à la normale? Paradoxalement, nous, on n'est pas sûr de complètement reprendre à la normale. Le télétravail va devenir le travail. Je veux dire, il y a de grands intérêts à être en télétravail. Là, j'avais quelques dépenses d'investissement sur l'agrandissement des locaux. Ce n'est pas sûr qu'on va aller au bout de ces dépenses d'investissement. Aujourd'hui, sur des espaces partagés, on peut faire travailler les collaborateurs ensemble. Sur les conforts familiaux, on a certains collaborateurs qui faisaient des sacrifices personnels et familiaux dans nos villes très embouteillées, de se lever très tôt, de laisser leurs enfants. Et peut-être qu'il y a des équilibres nouveaux entre le travail et la vie professionnelle qu'on peut trouver à travers ces formules de télétravail. Donc, pour moi, le retour à la normale, c'est plutôt intégrer le télétravail, intégrer les outils de télétravail pour justement les permettre. Et ce sont des tendances au niveau mondial. Des entreprises comme Google et Microsoft ont annoncé qu'ils n'allaient pas reprendre complètement. Certains sites ne vont pas être réouverts. Donc, ce sont des tendances naturelles. Donc, si on reprend le darwinisme et l'adaptation, autant s'adapter dès maintenant et tirer ce qui était bon de cette situation de télétravail, donner peut-être des moyens de travail aussi pour que les collaborateurs travaillent à distance. C'est des choses simples. Hein. Ça peut être un budget pour avoir des casques pour qu'ils puissent être à l'aise. Ça peut être des ordinateurs portables. Ça peut être même participer à l'achat d'une chaise ergonomique pour ceux qui ont des problèmes de dos. C'est un ensemble de choses. Mais il faut, je pense, gérer la reprise à la normale, non pas une reprise totale à la normale, mais inclure le télétravail dans cette reprise. OK. Merci Anthony pour ces éclaircies. On va passer encore la parole à Yvan pour un autre jet de questions. Pour Madame Romer, concernant le data center inauguré par Camtel, un internaute aimerait savoir à quoi va permettre cet outil au sein de l'ergonomie des télécommunications au Cameroun. Ok, merci pour la question. Peut-être avant de répondre à la question, je voudrais juste compléter un point qu'Anthony Samé a développé en disant que la COVID, puisqu'il faut l'appeler la COVID, c'est un peu un nom qu'on imagine plus au masculin qu'au féminin, mais la COVID, en fait, est venue poser une réelle problématique, surtout dans des entreprises parapubliques et même dans les administrations, je pense au niveau d'État, celui de l'évaluation des performances, des outils de performance et donc d'outils de fixation des objectifs. Et en ce sens, je pense que c'est bien que ça vienne nous bousculer et puis qu'on puisse se poser la question, se réinventer et voir comment est-ce qu'on devient productif, non pas seulement en venant au bureau, mais également en étant vraiment capable de fournir des livrables à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine ou à la fin d'un mois. Donc, je voulais faire ce complément parce que je pense qu'il a bien développé
Et il faut que nous, on adresse en fait cette question-là et qu'on puisse répondre et trouver un meilleur moyen de travailler. Peut-être effectivement qu'on ne reprendra pas avec le travail pour certains comme on le faisait avant, donc venir au bureau, faire une journée de travail et puis repartir chez soi. Donc, je voulais faire ce petit complément. Ok. Le data center, ben, il s'inscrit dans cette dynamique-là donc de digitalisation qui va permettre aujourd'hui déjà d'enrichir l'écosystème des télécommunications au Cameroun et même en Afrique centrale. Donc, pour ceux qui ont vu la visite de Madame le ministre des Postes et Télécommunications, vous avez pu noter qu'on a mis en avant le fait que le data center de Camtel, à la conception, il a été certifié Tier 3. Ça veut dire un certain niveau de qualité, d'exigence qui va permettre de répondre en fait aux besoins de tous ceux qui ont besoin, d'une part, de stocker des données et servir à développer l'économie numérique. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, la plupart de nos données sont stockées ailleurs. Avec ce data center, on va pouvoir donc stocker localement nos contenus, avoir une espèce de gouvernance ou de maîtrise en fait de nos données. Donc, pas que je dise que les données stockées ailleurs est un souci, mais il est toujours mieux de les stocker chez soi. Aujourd'hui, on a la COVID. Demain, peut-être qu'on pourrait avoir une autre catastrophe qui fasse en sorte qu'on ne puisse pas atteindre ces données si jamais elles sont à l'extérieur. Donc, le data center vient poser un défi à nos entreprises. Tous ces développeurs, toutes ces sociétés qui veulent fournir des applications vers lesquelles on va pouvoir aller utiliser des services. Donc, que ce soit la banque, que ce soit le digital, que ce soit même les télécoms, on en a besoin. Donc, c'est vraiment une réponse nationale qui permet donc de pouvoir aller stocker ces données localement, aller développer des applications qui vont servir donc à contribuer à l'essor de l'économie numérique au Cameroun. Je pense que l'un des autres panélistes a parlé de tout ce qui est achat en ligne. Donc, c'est des solutions qui se développent de plus en plus au Cameroun. On n'aura pas besoin d'aller ailleurs acheter. Donc, ce sera un site hébergé dans le data center avec tout ce que cela comporte comme solution aux clients. Donc, c'est un investissement fait par Camtel, c'est vrai. Mais c'est surtout en fait un bijou dans le secteur des télécommunications qui est offert en fait au Cameroun. Je ne sais pas si j'ai bien répondu aux attentes de l'internaute, mais bon, on pourra continuer à échanger sur ce point-là à chaque occasion qui nous sera donnée. Merci. Ok, merci. Yvan, d'autres questions? D'autres questions pour Madame Romer. Concernant les offres spéciales confinement, est-ce que Camtel va en avoir de nouveau? De nouvelles offres vont être faites par Camtel, vu que la COVID-19 va continuer. Oui, merci. Merci pour la question. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas arrêté, en fait, avec les offres, notamment de télétravail pour les entreprises, parce que, comme l'a dit M. Samé, on va continuer avec le télétravail. Donc, il est question, nous-mêmes, de réinventer et de donner de la valeur à nos offres actuelles pour intégrer ce fonctionnement-là. Donc, les offres vont se poursuivre. Elles se poursuivent déjà, elles n'ont pas été arrêtées. Par contre, ce que j'aurais dû dire, et peut-être à l'attention de tous ceux qui nous suivent, c'est que la forte demande, la forte sollicitation au niveau des télécoms a certes été un atout pour les opérateurs de télécommunications, mais l'onde de choc, je vais reprendre cette expression, elle a été tellement forte qu'on s'est vu un peu sursollicité et il a fallu vite se réorganiser pour assurer la qualité de service et la qualité d'expérience aux clients. Donc, au départ, on est allé sur des offres très généreuses, on va dire ça comme ça, parce qu'on se rendait bien compte que les étudiants, les enfants qui sont à la maison et même les parents qui, après 18 heures, ne pouvaient plus aller dans les lieux de loisirs, avaient un besoin élevé de connectivité. Donc, on a répondu à cette demande-là. Une fois que les mesures se sont assouplies, il a fallu, oui, changer un peu les offres pour répondre toujours aux besoins sans donner plus que nécessaire. Donc, c'est peut-être ce changement-là qui a fait penser qu'on avait arrêté un moment les offres, mais elles sont là, elles sont présentes, elles sont remodulées
pour permettre toujours de répondre aux besoins. Et je pense qu'elles vont se poursuivre parce que de toute façon, ce n'est pas demain que cette COVID va nous lâcher. Donc, on va continuer à réfléchir, à réinventer des solutions pour répondre donc aux besoins de nos clients. OK. Je pense qu'il y a encore, on va prendre encore une série de questions. Oui. On a Donc, trois Yvan. questions. Trois questions. Une encore pour DMC. Et les deux autres seront Anthony et à Blaise. Pour Madame Romer, il y a une question concernant la libéralisation des noms de domaine au Cameroun. Il y a un internaute qui souhaiterait savoir si Camtel fait dans l'hébergement web. Ben, je pense que j'y ai répondu. Le data center est là, il n'attend plus que vous. Donc, oui, on fait l'hébergement web, on fait l'hébergement même d'applications, de données, tout ce qui est hébergement. Pour Monsieur et toi, un internaute aimerait savoir quel est l'apport de la digitalisation dans les établissements de microfinance, vu son coût et son utilisation approximative pour une grande partie de sa cible. Donc, comment les clients de microfinance pourront utiliser la digitalisation, les outils de digitalisation qui leur seront mis en place? Ben, écoutez, moi je pense qu'on regarde la digitalisation comme un monstre froid et je pense que les explications d'Anthony Samé nous permettent peut-être de mieux appréhender la nécessité de l'intégrer dans nos processus, quelle que soit la taille, le format ou le profil de nos institutions, de nos entreprises. Je dis bien de nos institutions, de nos entreprises, parce que comme l'a dit Madame Romer, je m'étonne que les entités gouvernementales, par exemple, aient attendu une instruction du Premier ministre au moment du début de la crise de la Covid pour s'ajuster, alors qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui des solutions, parfois gratuites, c'est ce qui est assez surprenant, qui existent sur le marché et qui peuvent permettre de mener end-to-end un processus, peut-être pas de transformation digitale, mais de production ou de go-to-market d'une offre d'un produit, une activité de relation, de suivi de compte client. Donc, c'est juste pour moi une question de volonté, aujourd'hui plus même de nécessité. Et la microfinance, qui est un secteur financier alternatif aujourd'hui, a tout intérêt à intégrer dans ces processus. Si d'aventure, elle souhaite par ailleurs évoluer, j'ai cité le cas de CCA en parlant d'un champion dans mon propos liminaire, pour donc arriver à intégrer, à jouer dans la cour des grands, si je peux emprunter cette expression du langage courant. On sait que des solutions comme le SWIFT vont être abandonnées pour des solutions un peu plus numériques et intégrées aujourd'hui. Et il y a vraiment des opportunités qu'on voit arriver par tout ce qui est banque alternative, par tout ce qui est néobanque, par tout ce qui est fintech. Et ce serait dommage que le riche secteur de la microfinance camerounaise aujourd'hui ne puisse pas s'insérer et saisir ces opportunités. Merci Blaise pour cette réponse-là. Yvan, la question pour Anthony. Oui. Il y a un internaute qui est d'accord avec lui sur les paiements de services en ligne, mais il trouve que pour les produits, ça passe. Mais comment simuler? Est-ce qu'il y a des techniques qu'Anthony peut proposer pour simuler au paiement de services en ligne pour que ce soit popularisé? Alors, je ne comprends pas très bien l'idée de simuler. Par simulation, si on entend... Par simulation. Voilà, est-ce que ce serait un configurateur pour dire je veux avoir un prix et combien ça me coûterait? Ça me permet peut-être de revenir justement à ce que Monsieur et toi a souligné. Il n'y a pas de recette miracle ou de produit miracle de digitalisation. La digitalisation, c'est un chemin qu'on emprunte. Et peut-être que si une entreprise n'est pas prête pour faire du paiement en ligne, il faut qu'au moins elle mette déjà son catalogue en ligne et peut-être offrir l'opportunité à ses clients de faire une simulation de leur prix en ligne. Donc ça, effectivement, dans la digitalisation, il y en a pour toutes les bourses. Le plus important, c'est réfléchir et bâtir votre stratégie en alignement avec votre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut se permettre de ne pas réfléchir à sa digitalisation.
ça peut coûter cher. Et effectivement, il y a énormément de solutions techniques. La technologie n'a aucune limite. Vous pouvez avoir des budgets de 100 milliards, des budgets de 100 000 francs CFA. Et effectivement, vous pouvez investir des millions dans la technologie sans avoir de retour sur investissement. Il y a des risques. Mais le plus important pour vous, c'est aujourd'hui, toute entreprise face au Covid doit réfléchir à sa transformation digitale et à l'adoption de ces outils avec ses contraintes qui lui sont propres et son contexte qui lui est propre. C'est cette réflexion-là et cette stratégie-là où on assiste beaucoup de nos clients, mais les clients peuvent le faire aussi par eux-mêmes. Donc oui, il existe des solutions techniques qui permettent de faire de la simulation. Oui, l'impératif aujourd'hui, c'est de définir sa trajectoire et son chemin de transformation en fonction de ses contraintes et de son contexte. OK. Merci Anthony pour ces éclaircies une fois de plus. On va arrêter avec la série des questions. Donc, j'inviterai les internautes à continuer à poser en inbox sur nos plateformes. On la transmettra aux différents panélistes ici présents et les réponses pourront être apportées. Je remercie du fond du cœur les premiers panélistes du webinaire que nous venons de démarrer à Camtel pour démocratiser le digital et édifier l'ensemble des internautes potentiels clients ou déjà clients à savoir ce que c'est que le digital et quels sont les enjeux et les bénéfices pour eux. Donc, pour conclure, je ferai un tour de table. Donc, on commencera comme au début, dans la galanterie, en passant la parole à Madame Romer pour son mot de la fin. Ok, merci Lionel. Bon, déjà dire merci aux autres panélistes et merci à tous ceux qui nous auront suivis. Et nous restons bien sûr joignables sur nos différentes plateformes digitales pour apporter des réponses. Et comme vous l'avez dit, en fait, cette démarche s'inscrit dans la démocratisation, mise à portée de tous les outils digitaux. Camtel, c'est le socle. Il sert souvent de base aussi bien aux autres applications qu'aux autres opérateurs, aux autres entreprises. Donc, on va continuer de jouer notre rôle de socle et s'assurer que ce socle se solidifie jour après jour. Merci. Merci. Blaise, et toi? Un mot oui, pour Lionel. la fin. Merci à celles et ceux qui ont pu partager avec nous cet échange extrêmement intéressant. Nous y avons beaucoup appris, notamment des riches contributions de mes copanélistes et des échanges que nous avons eus avec les personnes avec qui nous avons interagi. Nous sommes dans un environnement où, pour des vieilles industries comme les nôtres, des phénomènes comme celui de la Covid nous aident. Nous aident parce que il y a des processus d'évolution que nous avions envisagés. La digitalisation en fait partie et l'opportunité que le Covid ou la Covid apporte de pouvoir accélérer, parce que vieux veut dire aussi parfois malheureusement un peu lourd, donc de pouvoir accélérer la mise en place, la transformation des choses. Cela nous permet effectivement de pouvoir continuer à être à jour, à pouvoir nous réinventer, comme je l'ai dit au début, à pouvoir continuer à enchanter, parce que l'image du banquier, par exemple, n'est pas toujours très avenante sur un certain nombre d'attentes vis-à-vis des clients, quel qu'en soit le profil. Donc, ça va être effectivement une opportunité, Anthony l'a dit, de pouvoir repartir dans une relation client plus enrichie. Donc, je vous remercie pour cette initiative-là et on sera très attentif à la suite. Merci, merci. Anthony? Merci. Moi, je voudrais simplement remercier Camtel, remercier tous les organisateurs et remercier les participants d'avoir bien voulu nous écouter. J'ai transmis sur le chat nos différents points de contact, points d'engagement, email, site web, réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à solliciter ST Digital pour vos questions ou vos réponses. Merci. OK, merci. Je retiens un mot, un verbe, se réinventer. Et je pense qu'aujourd'hui, à cette heure du digital, on va penser désormais à se réinventer.
et que les problèmes qui sont nés de cette situation deviennent des solutions et des modes de vie. Donc, je donne rendez-vous aux autres internautes au 28 juillet pour le prochain webinaire. Merci pour votre attention. Merci encore aux panélistes pour ces riches enseignements. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.